Merci à vous, merci au présent. Alors, en introduction à ce que je souhaitais présenter aujourd'hui, je voulais, comme vous savez, cette invitation est liée à ma participation au livre dirigé par Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France, dont on a beaucoup parlé dès sa publication. Et alors, je voudrais juste, de façon anecdotique, vous expliquer comment cette participation s'est nouée. Patrick Boucheron a pris contact avec moi en me demandant est-ce que tu peux faire 1635, les Français arrivent en Guadeloupe, et est-ce que tu peux faire 1659, les Français arrivent à Saint-Louis du Sénégal. Et je lui ai répondu je peux faire, mais le problème c'est que quand les Français arrivent en Guadeloupe en 1635, il ne se passe rien. Il faut quelques années avant que s'installe une société de plantation, avec tout ce que cela suppose. Quant à Saint-Louis du Sénégal, c'est pire encore. Quand les Français arrivent en 1659 à Saint-Louis du Sénégal, on y construit une maison en bois, en planche, dans le delta du fleuve Sénégal, laquelle est emportée par les eaux au bout de quelques semaines ou quelques mois. Donc il ne se passe rien en 1659 réellement, mais c'est le début de quelque chose. Et je lui dis en revanche, en 1635, il se passe quelque chose d'absolument décisif pour la France. C'est l'entrée en guerre de la France contre l'Espagne, première puissance mondiale de l'époque. Et en 1659, il n'y a pas que Saint-Louis du Sénégal, il y a un autre événement fondamental pour la France, c'est que la France gagne la guerre contre l'Espagne, celle qui a commencé en 1635. Et donc, je parlerai de la Guadeloupe et je parlerai de Saint-Louis du Sénégal, mais dans le contexte très particulier de cette rivalité de puissance entre la France et l'Espagne. À quoi j'ai ajouté, il y a une date qui me semble très importante, ou plutôt un moment qui me semble très important, qui se situe entre 1683 et 1685, j'y reviendrai dans un instant, que j'ai qualifié de 1492 français. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ce travail, donc, partait mon approche de ces questions partait, au fond, de recherches que j'avais conduites auparavant. D'un côté, l'intérêt que j'avais porté à l'histoire de la construction d'une société espagnole dans la ville d'Oran entre 1509 et 1792. Et d'autre part, le fait que, dans une autre recherche, je m'étais intéressé à la dette que la France avait à l'égard de l'Espagne comme modèle politique, et non pas simplement une dette comme on nous l'apprenait, enfin comme moi je l'ai appris au collège et au lycée, c'est-à-dire les Français admiratifs de l'Espagne à l'époque du Cid, de Pierre Corneille, mais quelque chose de quasiment contre-intuitif, c'est-à-dire la France reconnaissant sa dette à l'égard de l'Espagne après la victoire de la France sur l'Espagne et pendant la longue durée du règne de Louis XIV. Autrement dit, une reconnaissance de dette de Louis XIV à l'égard de l'Espagne en tant que modèle par Versailles, à une époque où Versailles écrasait de sa puissance l'Escorial. Donc c'est en partant de ces deux expériences, une expérience de recherche sur l'Espagne en Afrique du Nord d'un côté, et d'autre part sur la dette de la France à l'égard de l'Espagne saisie en tant que modèle politique, que je partais dans cette mission que me confiaient les éditeurs de l'Histoire mondiale de la France. Alors, quand j'ai expliqué au concepteur du volume que je souhaitais faire un chapitre qui ne m'avait pas été demandé sur le moment Louis XIVien comme une sorte de réédition en France 2 siècles après de 1492 espagnol, au fond pour vous faire sentir la validité de cette hypothèse, il faut quand même que je revienne 2 secondes sur 1492 et ce que ça a signifié dans l'histoire européenne, voire dans l'histoire mondiale. Alors, bon, les événements, ils sont extrêmement connus. 1492, c'est l'année au cours de laquelle se produisent 3 événements majeurs, peut-être plus un, c'est-à-dire, d'une part, la conquête par les armées chrétiennes des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, de la dernière puissance politique islamique de la péninsule ibérique, à savoir le royaume de Grenade, déjà amputé d'une partie importante de son territoire
et qui fait l'objet à la fois d'assaut et de siège entre 1482 et 1492, avec donc la conclusion de cette guerre, la reddition de Grenade en janvier 1492. Deuxième épisode marquant de cette année-là, c'est le décret par lequel les rois catholiques donnent 3 mois aux Juifs résidant dans les royaumes de Castille et d'Aragon de s'exiler hors de la péninsule, sous-entendu, à moins de se convertir à l'Église romaine. Le troisième épisode de cette année 1492, qui n'est pas vraiment un événement de 1492 en réalité, mais c'est le départ de la flotte des 3 caravelles de Christophe Colomb avec pour objectif d'atteindre l'extrême-orient par l'ouest, dont l'effet en réalité n'est connu qu'en 1493, mais enfin, bon, c'est-à-dire le retour de la Caraïbe, hein, puisque on peut supposer que d'autres qu'avant Colomb ont peut-être toutes sortes d'hypothèses hein, sur le fait que d'autres aient pu traverser l'Atlantique, qu'il s'agisse de Vikings, qu'il s'agisse peut-être même de Phéniciens, voire de pêcheurs normands. Le problème, c'est que ces personnes qui éventuellement ont pu traverser l'Atlantique ne sont jamais revenues pour pouvoir le raconter. Le grand exploit de Christophe Colomb, c'est d'y aller et d'en revenir. Voilà les trois événements de 1492 fondamentaux qui font que, et c'est assez rare dans l'histoire, cette date a été investie en son temps, c'est-à-dire dès l'année suivante, comme un tournant. Parce que, à une époque où la chrétienté européenne se sentait fortement menacée par l'expansion de l'Empire ottoman, qui était déjà présent dans les Balkans depuis la fin du XIVe siècle, trouvait là à s'affirmer face à la menace de l'islam méditerranéen. C'était également une sorte de mouvement, comment dire, de messianisme chrétien dans l'idée d'effacer de la carte de la péninsule ibérique un judaïsme qui était présent depuis 2000 ans et qui avait fait l'objet de toutes sortes de pressions, mais finalement, tous les juifs espagnols n'avaient pas accepté de se convertir. Il s'agissait de gommer cette tâche dans la mémoire espagnole, du point de vue chrétien. Et enfin, bien entendu, la possibilité d'atteindre l'Orient par l'Occident en évitant d'avoir à dépendre du monde musulman était une troisième réalisation extraordinaire. Alors en fait, vous voyez bien, 1492, de la façon dont je le présente, c'est fondamentalement, c'est pas, au fond, on aurait tendance de manière anachronique à en faire un grand moment géopolitique. Le problème n'est pas géopolitique. Au fond, vous voyez bien la manière dont je le présente, c'est très religieux tout ça. Qu'il s'agisse de l'élimination de l'islam de la péninsule ibérique, qu'il s'agisse de l'élimination du judaïsme de l'Empire ibérique. Oui. Comme il y a un petit moment, est-ce que vous pouvez utiliser cette autre micro pour voir si on peut résoudre ça? D'accord. Ça s'entend mieux? D'accord. D'accord. Donc, quant à la découverte de l'Amérique, qui, comme vous le savez, est fortuite, c'est fondamentalement un projet religieux. Il est doublement religieux. Premièrement, parce qu'il s'agit d'aller trouver des ressources économiques dans le commerce avec l'Extrême-Orient sans avoir à dépendre du monde marchand musulman, hein, puisque évidemment la route de la soie, entre la route de la soie et l'Europe s'interpose le monde musulman, enfin les territoires musulmans. Donc, un contournement pour éviter d'avoir à dépendre et donc d'avoir à enrichir le monde musulman par le négoce. Mais c'est également un projet religieux dans la mesure où ce que Christophe Colomb a en tête, c'est l'apport de moyens financiers considérables dans un seul but, ou dans un but principal, qui est de réarmer la croisade pour libérer le tombeau du Christ et les lieux saints de l'emprise musulmane. Donc, derrière tout ça, tout cela est mis au fond, sous l'emprise de projets de nature essentiellement religieuse.
Mais en même temps, si on veut comprendre l'impact de 1492 dans l'histoire européenne et l'histoire du monde, on aurait tort d'en faire, au fond, le moment inaugural de ce que les historiens appellent l'histoire atlantique. D'abord, il y a, me semble-t-il, une tendance chez un nombre important d'historiens à avoir une vision, au fond, assez simple des choses et qui consisterait à dire qu'il y a un grand moment méditerranéen qui correspondrait au dernier siècle génois, vénitien, si vous voulez, baléare, etc., aragonais du Moyen Âge. Encore un XVIe siècle au cours duquel la Méditerranée importe, et puis un grand basculement qui serait celui du mi-temps du XVIe siècle, où finalement c'est l'Atlantique qui devient le lieu de tous les investissements, à la fois financiers, militaires, politiques, spirituels, importants, au détriment d'une Méditerranée qui deviendrait le lieu d'une sorte de stagnation ou d'un ralentissement de l'histoire. Bon. Cette vision qui dérivait, si vous voulez, du grand récit de Fernand Braudel dans les années 50 et 60, est aujourd'hui très, très largement critiquée. L'importance de la Méditerranée pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la France et pour bien d'autres, hein, pour l'Angleterre, pendant toute cette période où l'Atlantique commence sa propre histoire, est quelque chose de plus en plus avéré et, à dire vrai, à mon sens, les recherches et les projets pédagogiques les plus intéressants aujourd'hui sont ceux qui articulent très étroitement l'histoire méditerranéenne et l'histoire atlantique, plutôt que de les faire succéder dans le temps, en quelque sorte. Voilà, domination méditerranéenne qui ouvrirait ensuite sur une domination de l'Atlantique. Alors, pour en quelque sorte, parvenir à bien comprendre ce moment 1492, il me semble que lui donner tout son sens suppose de l'inscrire dans une, comme disent les journalistes, une séquence plus large, en amont et en aval. C'est-à-dire que le sens de 1492 pour les Européens ne peut pas être détaché d'un événement préalable absolument essentiel, même s'il est quasiment purement symbolique, qui est 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans. Je dis qu'elle est purement symbolique, puisque à cette époque, Constantinople n'est plus qu'elle-même, c'est-à-dire une ville et son immédiate arrière-pays nourricier. Enfin, pour l'essentiel, l'Asie mineure est administrée par les Ottomans, ainsi que le sud des Balkans. Le sud des Balkans subit une conquête et une administration ottomane avant la chute de Constantinople. Bon. Mais cela dit, la chute de Constantinople, dans l'ordre symbolique, a un rôle absolument considérable et d'un retentissement gigantesque du fait que les Occidentaux chrétiens comprennent ce que signifie symboliquement la prise de Rome, puisque Constantinople c'est Rome, hein, c'est la Rome de l'Est, mais c'est Rome, par un sultan ottoman qui, du coup, devient de facto empereur romain. Et c'est d'ailleurs ainsi que les Ottomans se voient eux-mêmes, c'est-à-dire comme les successeurs de Constantin. Constantin a converti l'Empire romain au christianisme, la famille ottomane convertit l'Empire romain à l'islam, dans une sorte de rationalité et de continuité qui est parfaitement claire pour les Ottomans eux-mêmes et que les Européens comprennent très bien. Donc, cet événement de 1453 est très, 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 très important pour comprendre, disons d'un point de vue idéologique et politique, ce que sont les grands investissements des chrétiens à partir de là. Et l'autre événement décisif, 1517, Luther, les 95 thèses de Luther, c'est-à-dire la rupture de la chrétienté en deux blocs. Alors, c'est pas la première fois que la chrétienté se brise, puisque vous avez une chrétienté romaine et une chrétienté grecque orthodoxe. N'empêche que là, c'est la chrétienté romaine qui se redivise une seconde fois, qui se divise à travers la Réforme. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que 1492 doit être compris à la lumière
enfin disons l'impact de 1492 doit être compris à la lumière à la fois de la chute de Constantinople et de la rupture de la chrétienté romaine avec la Réforme. C'est tout simplement parce que dans leur nature même, les événements que je viens d'évoquer ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire, il est arrivé avant la chute de Constantinople que les chrétiens perdent du territoire ou du terrain, y compris dans un ordre symbolique fondamental, perdent Jérusalem après la chute des États de l'Orient chrétien, donc au XIIIe siècle. C'est pas la première fois. Bon, de la même manière, la découverte de la Caraïbe n'est pas nouvelle dans sa nature même, puisque si on considère que Christophe Colomb arrive dans un territoire dont on n'a jamais entendu parler auparavant, d'aucune manière, eh bien cette expérience n'est pas la première, puisque la première expérience de cette nature que font les Européens au Moyen-Âge, c'est la conquête des Canaries. Lorsque les Européens, c'est-à-dire des Génois, des Flamands, des Normands, des Portugais et des Castillans, commencent à débarquer dans l'archipel des Canaries, donc au large du Maroc, ou du sud du Maroc, à partir de la toute fin du XIVe, enfin surtout au début du XVe siècle, voilà un archipel dont on n'avait absolument jamais entendu parler, et une population qu'on appelle des Guanches, dont on n'avait absolument jamais entendu parler. Donc la surprise, en quelque sorte, est aussi grande aux Canaries un siècle avant la découverte, ou plutôt l'arrivée à la Caraïbe. Quant à Luther, c'est évidemment pas la première fois qu'une hérésie majeure brise ou met en danger l'Église romaine. En eux-mêmes, ces trois événements ne sont pas absolument nouveaux. Mais ce qui est absolument nouveau, c'est le fait qu'ils vont être, à partir de la Réforme, compris les uns en écho aux autres. C'est-à-dire que la découverte de l'Amérique se comprend comme un triomphe catholique à la fois face à l'islam et progressivement face à la Réforme protestante. Que la Réforme protestante elle-même est comprise, va être investie progressivement d'une sorte de discours de solidarité. Par exemple, vous voyez, à la fin du XVIe siècle, les protestants des Flandres ou de Hollande qui protestent, qui se plaignent de la brutalité de la violence catholique, vont faire un lien entre les violences qu'ils subissent et les violences qu'ont subies les Indiens d'Amérique. Vous voyez ? C'est-à-dire que ces différents événements se concatènent dans la manière dont ils sont construits dans la conscience européenne. Le rapport à l'islam, le rapport à la conquête coloniale, le rapport au protestantisme. Et c'est cette concaténation qui fait que le XVIe siècle est porteur d'une conscience européenne profondément renouvelée. L'un des éléments décisifs pour comprendre comment ça a fonctionné, c'est qu'à la différence du Moyen-Âge, ces événements font l'objet de commentaires, de textes, de gravures qui sont imprimés. Et évidemment, l'invention de l'imprimerie, cette technologique, change aussi la donne et permet une plus grande circulation, plus rapide des informations et des mises en relation des événements les uns par rapport aux autres. Et aboutissent, quand je dis à quelque chose d'absolument nouveau, c'est que si l'on prend tout simplement des repères littéraires extraordinairement connus, pour ne pas dire devenus pratiquement universels, ce XVIe siècle qui met en relation le rapport à l'islam, le rapport au fait colonial et le rapport et la rupture de la chrétienté en deux blocs qui se font la guerre civile, ont donné naissance, ces événements, à des œuvres qui n'ont jamais cessé d'être vivantes depuis le moment de leur écriture, c'est-à-dire les essais de Michel de Montaigne, le théâtre de William Shakespeare et le roman de Cervantes, qui sont trois œuvres qui se situent, enfin qui s'écrivent entre la fin des années 1570 et 1610, dans ces 40 années-là, et qui ont cette particularité tout à fait extraordinaire de n'avoir à peu près jamais connu d'éclipse en tant qu'objet littéraire depuis leur écriture. À peu près jamais connu d'éclipse. Voilà. Et donc c'est un symptôme de quelque chose d'absolument décisif s'est passé à ce moment-là.
Et vous le voyez, cette chose décisive qui s'est passée ne permet pas de séparer Méditerranée et Atlantique. Et si je démarre, si je commence par la question du rapport à l'Empire ottoman, c'est parce que dans le rapport à l'Empire ottoman, les Européens inaugurent une posture qui ne les abandonnera plus jamais, c'est-à-dire la capacité qui est très spéciale et très spécifique des Européens à détester absolument un adversaire, et bien entendu, l'islam de l'Empire ottoman, d'un point de vue chrétien, est absolument détestable. C'est l'infidélité dans tout ce qu'elle a de plus atroce du point de vue chrétien. Et en même temps, et pas seulement les Vénitiens qui sont aux premières portes, aux premières loges, mais en même temps, les Européens n'ont jamais épargné leur manifestation d'admiration pour les réalisations de l'Empire ottoman, qu'il s'agisse de sa capacité de conquête territoriale, qu'il s'agisse de son architecture militaire, civile et religieuse, qu'il s'agisse de son droit, qu'il s'agisse de son administration, qu'il s'agisse de la splendeur de la cour des sultans. Le monde ottoman est à la fois détesté et admiré. Et cette double posture des Européens se double de quelque chose dont ils font la découverte à la fois dans le moment colonial et dans la guerre civile des religions, qui est que les Européens se voient eux-mêmes à la fois comme les meilleurs des hommes, les plus puissants et les plus spirituellement dans le vrai, si vous voulez, et en même temps, dès le départ, se voient eux-mêmes comme des monstres ou comme des gens qui sont dans un double rapport de force et de fragilité. Las Casas, 1516, très rapidement après la conquête de l'Amérique, explique que les conquistadors sont des monstres par leur attitude avec les populations, à l'égard des populations conquises. Montaigne explique dans ses essais que les cannibales du Brésil sont plus humains que les catholiques et les protestants de la France qu'il vit autour de lui, à Bordeaux, dans la manière dont ils s'entretuent et se torturent. Donc, vous voyez, une articulation très forte qui se joue à ce moment-là. Alors pourquoi, en venant maintenant à la France, pourquoi repérer dans le grand siècle un moment qui ressemble à s'y méprendre au moment 1492 ? Parce qu'il se trouve que, effectivement, dans ces 3 années qui séparent 1682 de 1685, on voit un certain nombre de décisions politiques ou de phénomènes sociaux ou culturels se produire en France et pas ailleurs, et qui montrent aussi cette forme de concaténation de choses qui apparemment n'ont aucun rapport, mais qui, en quelque sorte, marquent un tournant. Chronologiquement, le premier événement dont on peut parler, c'est à l'été 1682 et à l'été 1683, la pratique du bombardement de la ville d'Alger par la flotte française, s'inscrivant dans la droite ligne d'une tradition qui remontait à la façon dont l'Espagne s'était attribué à elle-même le rôle de puissance de contrôle de la navigation sur le bassin occidental de la Méditerranée et de limitation des ravages causés par la course algéroise. Sauf que de façon très significative, ça n'est plus le roi d'Espagne et ses galères partis de Naples ou partis de Cartagena qui bombardent Alger, mais c'est le roi de France, avec ses galères qui, elles, partent de Marseille. Et cette prise de responsabilité par les Français contre la course algéroise ne signifie pas, naturellement, que l'Espagne a complètement disparu du paysage. Attention, au moment où Louis XIV bombarde Alger, pour, en quelque sorte, de façon préventive, limiter la course algéroise, la seule puissance occidentale significativement présente au Maghreb, en dehors de Tanger, que contrôlent les Anglais, c'est quand même l'Espagne, qui est toujours maîtresse de la ville d'Oran et du port de Mers el-Kébir, et qui a, après la guerre qu'il a opposée au Portugal, a récupéré Ceuta, qui était une conquête portugaise, mais qui devient espagnole à partir de 1641.
Donc Ceuta et Oran sont les deux implantations chrétiennes européennes en terre maghrébine, les plus significatives à l'époque. La France, pas du tout. Louis XIV, vous le savez, a une politique diplomatique dans les échelles du Levant pour la protection des communautés chrétiennes de ce qui serait l'actuelle Syrie et Liban. Enfin, en termes d'implantation sur le territoire continental du Maghreb, seule l'Espagne est alors une puissance vraiment significative. Donc, vous avez ce premier épisode qui est très intéressant. Les Français s'arrogent la responsabilité de réprimer la guerre de course algéroise en lieu et place de l'Espagne. Autre événement évidemment décisif qui intervient non pas en 83 mais 2 ans plus tard, en 85, c'est la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire le point final d'un processus qui démarre dès le début du règne de Louis XIII, donc dès 1610, et que l'on peut qualifier, je crois, sans excès de jeu de mots, de reconquête catholique contre le protestantisme français. On nous a trop longtemps enseigné à l'école que, au fond, l'édit de Nantes d'Henri IV ouvrait un cycle ininterrompu d'un chemin de la France vers la sécularisation, voire vers la laïcité. Or, ce chemin n'est évidemment pas un chemin linéaire et ininterrompu. On peut même interpréter, me semble-t-il, à bon droit, toute l'histoire française du XVIIe siècle comme un long travail extrêmement violent et extrêmement constant de destruction complète des effets sécularisateurs de l'édit de Nantes. Quand on arrive à la fin du XVIIe siècle, au fond, la France a fait un chemin régressif vers un retour à une catholicité intransigeante, voire à l'acceptation par l'autorité royale de sa dépendance, in fine, au bout du compte, de l'institution pontificale. D'accord ? Et en ce sens, je pense il me semble que la révocation de l'édit de Nantes, qui, comme vous le savez, exige l'exil, non pas de tous les protestants, mais de tous les pasteurs, c'est-à-dire de toutes les personnes qui avaient la capacité prosélyte ou la capacité simplement de faire vivre le culte protestant. Donc, ce n'est pas une expulsion comparable à l'expulsion des Juifs de 1492, ce n'est pas tous les protestants qui sont poussés à l'exil, mais ce sont en quelque sorte les leaders du protestantisme français qui sont, eux, poussés à l'exil, avec l'espoir que le protestantisme, comme pratique publique, puis pratique intime, finisse par disparaître complètement. Troisième événement, troisième événement de ce même moment, c'est la publication du Code noir. Le Code noir qui, donc 1685, la même année, qui vise à organiser, d'un point de vue juridique, le statut des esclaves de plantation dans les îles de la Caraïbe française, c'est-à-dire essentiellement la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Domingue. Et alors, de manière très intéressante, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le Code noir, mais se souviennent, pour ceux qui l'ont lu, du premier article du Code noir, et qui vous montre à quel point ces histoires sont des histoires vraiment très profondément enchaînées les unes aux autres. Le premier article du Code noir exige l'expulsion des Juifs de la Caraïbe. C'est l'article numéro 1 du Code noir. Pourquoi des Juifs à la Caraïbe ? Tout simplement parce que il se trouve que entre 1630 et 1654, le nord-est sucrier du Brésil a été conquis par les Hollandais, qui ont pratiqué dans leur Brésil, le Brésil hollandais conquis au détriment des Portugais, la même tolérance religieuse qu'en Hollande, et par conséquent ont laissé des communautés juives s'installer et ouvrir des synagogues. Avec la reconquête
du Brésil hollandais par les Portugais, s'applique à nouveau l'intransigeance catholique des royaumes ibériques, et donc les Juifs du Brésil ont dû s'exiler, et certains se sont installés précisément dans les îles de la Caraïbe française. Et donc, premier article du Code noir, expulsion des Juifs. Et au demeurant, les 11 premiers articles du Code noir, et c'est vraiment très caractéristique de cette période, ne portent pas sur l'alimentation des esclaves, sur le travail des esclaves, sur les châtiments corporels que méritent les esclaves, sur les alliances matrimoniales ou pas que peuvent nouer les esclaves. Les 11 premiers articles du Code noir portent sur les questions religieuses, sur le type d'enseignement religieux, etc. C'est très, très, très caractéristique. Les Français croient qu'ils ont une longue histoire séculière. Je pense que la France a une histoire profondément sécularisatrice. Mais cette histoire profondément sécularisatrice, elle est récente. Ce qui ne lui ôte, en disant ça, je ne lui ôte rien. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'en minimiser l'importance, mais simplement, c'est une conquête récente, puissante, et on ne comprend rien à l'Ancien Régime français si on s'imagine un Ancien Régime français engagé dans une pente sécularisatrice. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, troisième élément, le Code noir. Quatrième élément, peut-être plus anecdotique, mais néanmoins intéressant, l'année d'avant, 1684, dans le journal de l'Académie des sciences financé par Louis XIV, qui s'appelle le Journal des savants, publication d'un article d'un médecin qui s'appelait François Bernier, qui avait voyagé au pays du Grand Khan et chez le Grand Mogol. Et François Bernier publie donc un article sur la division du monde selon les races. Et c'est la première fois dans l'histoire de la représentation de la diversité de l'humanité que celle-ci est décrite non pas selon des lignes géographiques, non pas selon des lignes religieuses, culturelles ou linguistiques, mais principalement ou même uniquement sur la base d'une hypothèse d'une pluralité des races humaines. Et donc, vous voyez, révocation de l'édit de Nantes, bombardement d'Alger, Code noir, première manifestation d'une représentation proprement racialisée de la diversité humaine. On a là quelque chose comme un moment, un tournant, qui est une cohérence de cette période, qui ferait, au fond, qu'en France, il y aurait quelque chose comme une sorte de 1492. Vous observerez au demeurant, si on prend les différents éléments, que l'universalisme catholique n'est absolument pas contradictoire avec la possibilité d'imaginer une humanité segmentée et racialisée. C'est des choses que ceux qui s'intéressent à l'époque contemporaine peuvent connaître. Hein. Ça n'est pas le seul exemple. Il est arrivé qu'une république est un empire et qu'au sein de cette république et de cet empire, certains des sujets de l'empire ne soient pas citoyens. Et une république très universaliste ayant néanmoins des sujets dans son empire. Bon, l'universalisme et le racisme ne sont pas nécessairement antithétiques. Ils devraient l'être. Idéalement et moralement, on pourrait espérer que tout universalisme soit un dissolvant des postures racistes, et malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Donc, voilà en gros ce moment Louis XIVien que je voulais mettre en avant, en rappelant, pour finir tout de même, un point qui est important. Louis XIV, il essaye de faire exactement comme les Espagnols, il essaye de prendre la place des Espagnols, c'est-à-dire d'être, lui, le paladin de la lutte catholique contre l'islam méditerranéen, d'être, ou de commencer à être une grande puissance coloniale esclavagiste en Amérique, ce que les Espagnols sont depuis fort longtemps, les Portugais. Mais enfin, il ne va pas quand même totalement jusqu'au bout, puisque l'un des péchés de Louis XIV au regard de ce que serait cet idéal catholique européen, c'est que Louis XIV, ne l'oublions jamais, a refusé d'aider les Viennois au moment du siège de Vienne par les Ottomans en 1683. Ce qui est une faute du point de vue de ce qui pourrait être considéré comme une sorte de solidarité catholique. Je dis bien catholique, puisqu'il s'agit de Vienne,
face à l'Empire ottoman. Vienne est assiégée par les Ottomans. Vienne aurait pu tomber aurait pu être conquise par l'armée ottomane. Le devoir d'un roi catholique était bien évidemment de porter secours à son rival Habsbourg de Vienne, et Louis XIV ne l'a pas fait. Mais en revanche, en quelque sorte en compensation de ce qu'il n'a pas fait à Vienne, il a bombardé Alger, manifestant par là sa participation au travail de containment, comme on a dit pendant la guerre froide, de l'islam en Méditerranée. Voilà en gros ce que je voulais vous présenter, cette histoire un petit peu compliquée. Et je voudrais finir juste en un mot pour vous dire que ce que je viens d'expliquer de l'ambition de la France de se substituer à l'Espagne, à la fois face à l'islam comme puissance coloniale et comme le leader du monde catholique, a en gros pas mal réussi, mais on aurait tort, on aurait grand tort d'imaginer que cette ambition de Louis XIV signifie que dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle, l'Espagne est complètement disparue, ou a été complètement réduite à être une puissance de second rang. L'Espagne continue d'être une puissance très importante, y compris après avoir dû rendre les armes à la fin de la guerre de 30 ans. D'abord, l'Espagne continue d'avoir un empire colonial en termes territoriaux absolument gigantesque, à côté duquel les quelques conquêtes françaises sur le Saint-Laurent, dans la Caraïbe, ne sont pas du tout à la même échelle. L'Espagne continue d'être une puissance méditerranéenne extrêmement importante parce que c'est la seule puissance européenne qui est capable de faire vivre des villes entières chrétiennes en terre maghrébine, c'est-à-dire en fait dans un arrière-pays musulman. Et donc, il ne faut jamais enterrer trop tôt l'Espagne, après au XIXe siècle peut-être, mais pas au XVIIe siècle. Voilà en gros ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et je suis prêt à écouter vos questions. Merci. Pas écouter vos questions, répondre à vos questions. Si je peux. Merci, monsieur. Je voulais vous poser pour le moment deux petites questions. Quand les Canaries ont été découvertes, est-ce qu'il y avait des habitants dans ces Canaries? Oui, des habitants. Et de quelle origine? Alors, le problème, ils n'ont pas laissé de langue, il n'y a pas de langue écrite. Donc, il n'y a pas de trace écrite de cette population qui a entièrement disparu, parce que ceux qui ne sont pas morts tout de suite de mauvais traitements ou probablement d'épidémies ont été déportés dans le sud du Portugal et ont complètement disparu. En tout cas, ils n'ont pas laissé de traces écrites autochtones. Les archéologues, parce qu'on a retrouvé des traces de leur vie matérielle, de la poterie, des choses comme ça, les archéologues font l'hypothèse d'une population berbérophone, qui est, à dire vrai, la plus rationnelle, mais on n'a même pas gardé des éléments de la langue. Bon, c'est probablement une branche de l'ensemble berbérophone, mais la langue propre des Canaries a peut-être laissé quelques mots dans la langue espagnole locale, mais on ne la connaît pas. On ne connaît pas à quel moment cette population a débarqué à l'époque phénicienne. On ne sait pas. Et deuxième question, concernant le Code noir, quelle a été la position de l'Église devant ce Code noir? Est-ce que l'Église a pris une position contre ou pour? Alors, d'abord, l'Église, justement à cette période-là, ça veut dire plusieurs choses. Est-ce qu'on parle du pape? Non, le pape n'a pas pris position spécifiquement sur ces... il avait d'autant moins de raisons de prendre spécifiquement position sur ce type de texte, ou d'une manière claire, que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure en disant que l'universalisme peut ménager en son sein des formes de différentialisme très radicales. Il y a une possibilité d'intégrer dans une économie du salut que nous pourrions aujourd'hui considérer comme extrêmement tordue,
l'inclusion en quelque sorte d'un système esclavagiste dans une économie de la charité et du salut, avec cette idée qui commence précisément dans cette fin du XVIIe siècle à se cristalliser de plus en plus, qui consiste à penser que les populations subsahariennes appartiennent à une branche de l'humanité qui se trouve dans un tel décalage par rapport à l'expérience des Blancs, pour aller vite, que la possibilité d'un chemin des Noirs vers les religions du salut, enfin la religion du salut, en l'occurrence le christianisme, etc., ne peut pas intervenir de façon directe. Autrement dit, ce qui est très très étonnant par rapport à une théologie de la grâce, c'est tout à fait extraordinaire, mais qu'elle ne peut intervenir qu'au terme d'un processus de socialisation des Noirs, dans une socialisation des Noirs par le travail. Et que c'est en quelque sorte la plantation négrière, dans toute son horreur, qui est ce long chemin par lequel, et pas en une génération, sur plusieurs générations, le monde noir, ou les sociétés noires, ou les individus noirs, ou les familles noires, peuvent enclencher un processus qui va les faire aller vers une capacité à recevoir les enseignements de la religion du salut. Bon. Alors, cette idéologie a mis du temps à se mettre en place, mais elle s'est mise en place, et donc elle est catholico-compatible. Voilà. Et en islam, il se passe la même chose. Hein. Elle est islamo-compatible aussi. Bon, l'islam reconnaît la gestion de l'esclavage. Oui. Oui, bien sûr. Qui a duré jusqu'à début, je crois, du XXe siècle. Il faut en parler à quelques militants mauritaniens qui ont quelque chose à dire là-dessus. Oui, bonjour. Bonjour. Dans une séance précédente, on a parlé aussi de la relation entre la France et le monde ottoman, musulman. Oui. La dernière fois, en fait, on a compris on a entendu que la relation entre la France et l'Empire ottoman avait été paisible. En tout cas, il n'y a pas eu de guerre officielle entre François Ier et Napoléon Bonaparte qui a envahi l'Égypte en 1798. Et tout à l'heure, vous avez dit que il y avait des bombardements à Alger. Comment ça peut s'expliquer? Est-ce que c'était juste une escarmouche ou bien une déclaration de guerre officielle contre l'Empire ottoman? Alors, la régence d'Alger dépend de l'Empire ottoman. Il y a des cadis qui... Voilà. Mais il se passe en Méditerranée, au fond, des choses que l'on connaît par ailleurs, par exemple dans l'Atlantique, c'est-à-dire que deux puissances continentales peuvent observer une paix constante et néanmoins se faire la guerre dans l'outre-mer. C'est-à-dire, ça arrive tout le temps. Hein. C'est-à-dire, je sais pas, la reine d'Angleterre peut demander à des corsaires anglais d'arraisonner des flottes espagnoles pendant des périodes de paix complète entre l'Espagne et l'Angleterre. D'une certaine manière, vous avez un phénomène tout à fait de même nature là. C'est-à-dire que entre la Sublime Porte et Versailles, on est en état de paix. Ça n'empêche pas que le roi de France puisse demander à sa flotte de faire la police maritime en Méditerranée sous la forme de bombardements d'Alger, considérés comme repères de corsaires. Et ça n'implique pas... la guerre froide s'est passée comme ça aussi. Hein. La guerre, ceux qui ont encore un souvenir de la guerre froide savent que les Soviétiques et les Américains se battaient par pays interposés, mais sans se faire la guerre. Confirmer qu'il n'y a pas eu de guerre officielle entre la France finalement et l'Empire ottoman, entre François Ier et puis l'Égypte. Non, il n'y a pas de guerre frontale, non. C'est ça, d'accord. Ouais. Ok, merci. Merci pour votre exposé passionnant. Une chose que je n'ai pas bien compris, c'est que vous avez parlé en début de votre exposé de la dette de la France à l'égard de l'Espagne. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot dette et comment est-ce que ça a été... Voilà, j'aimerais plus d'explications. Alors ça, dette, j'entends par là que... Alors je vais le dire de manière plus simple, c'est-à-dire je pense que dans ce mouvement de reconquête catholique de la famille des Bourbons, Louis XIII, Louis XIV, contre le protestantisme français, sachant que
comme vous le savez, l'épouse de Louis XIII est une infante d'Espagne, donc la mère de Louis XIV est une infante d'Espagne, et qui à son tour épouse une infante d'Espagne. Dans un pays comme la France qui absorbe considérablement la littérature espagnole au XVIIe siècle, Richelieu parle, la langue que Richelieu parle le plus couramment, c'est en dehors du français naturellement, c'est l'espagnol. Donc il y a une influence absolument considérable de l'Espagne sur cette France en voie de catholicisation, de recatholisation. Et ce qui est très frappant avec le cas de Louis XIV, c'est que Louis XIV écrase les Espagnols, ou plus exactement Mazarin, pour lui, écrase les Espagnols en 1659, mais que cet écrasement des Espagnols ne signifie pas l'effacement de la dette culturelle, politique, idéologique à l'égard de l'Espagne. L'Espagne, d'avant celle de Philippe II, l'Espagne glorieuse, reste le modèle que Louis XIV veut imiter. Et non, alors, pendant très longtemps, on a pu penser que l'attribution à Louis XIV de caractère typiquement espagnol était un argument de la propagande hostile à Louis XIV venue des calvinistes de Hollande ou d'Allemagne, enfin les luthériens d'Allemagne, ou des protestants anglais qui disent mais enfin ce Louis XIV qui veut aspirer à la monarchie universelle, qui est ultra catholique, etc., se comporte comme un roi d'Espagne. Bon, alors pendant très longtemps, on a pu penser que cet argument était un argument de la propagande hostile. Mais en réalité, quand on lit les textes du XVIIe siècle, qu'on va voir ce que font à la fois les écrivains, les propagandistes, les artistes, les ecclésiastiques français des années 1660, 70, 80, en fait, eux-mêmes assument ça complètement. C'est-à-dire, nous allons réussir ce que les Espagnols ont raté. Mais c'est la même chose qu'on veut. On veut la même chose que les Espagnols, sauf qu'eux, ils ont calé, et nous, on va le faire. C'est-à-dire, on va contrôler l'islam méditerranéen, etc., etc. Voilà. C'est en ça que je parle de dette. Et vous savez, c'est la recherche que j'ai conduite sur ce sujet est partie d'une lecture que j'avais faite donc il y a une quinzaine d'années du livre, alors de la Bible de la Troisième République, hein, qui est l'histoire de France d'Ernest Lévis. Et dans les 2 volumes qu'il consacre au règne de Louis XIV, il y a un paragraphe, enfin il y a un chapitre tout à fait extraordinaire qui s'appelle la psychologie du roi, et dans lequel Lévis, donc vraiment le représentant par excellence de la pédagogie de la Troisième République, avant la guerre de 14, écrit « Louis XIV fut un roi plus espagnol que français ». Et il s'en explique. Et c'est cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille, que j'ai voulu essayer de comprendre comment quelqu'un comme Lévis, qui est le grand, le grand historien à la fois républicain et patriote, expulse en quelque sorte Louis XIV de la mémoire française pour dire mais lui en fait c'est un Espagnol. Il n'est pas vraiment de chez nous. Sa politique est une politique espagnole. Ce n'est pas une politique française que celle de Louis XIV. Et donc j'ai remonté le fil. Évidemment, le premier fil, c'est évidemment un discours républicain antimonarchiste qui lui-même plonge ses racines dans la critique protestante de l'intransigeance catholique à l'époque de Louis XIV. Donc là, on voit une généalogie extrêmement claire qui va des républicains, enfin, régressivement des républicains à Pierre Bel à la fin du XVIIe siècle, donc la critique de l'intransigeance catholique française. Mais bon, et là c'est plutôt banal en quelque sorte, enfin, c'est pas étonnant. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que quand on creuse, on s'aperçoit que les Louis XIViens eux-mêmes, c'est-à-dire Versailles, disent oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous, on veut réussir ce que voulaient Charles Quint et Philippe II et qu'ils n'ont pas réussi à faire complètement. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut arriver à faire. Et donc, il y a c'est pour ça que je parle de reconnaissance de dette. C'est plus clair comme ça ? Merci. Merci. Ça va peut-être être un peu compliqué, mais Braudel pensait rupture par rapport à la politique, je dirais, à l'évolution par rapport à l'Ouest. Et vous avez émis la théorie de je t'aime et je te déteste, en fait, de l'Occident par rapport à l'islam. Oui. Moi, je voudrais aller un tout petit peu plus loin avec la théorie du mimétisme de René Girard.
veux dire, est-ce que l'Occident ne serait pas en train, à cette période, d'appliquer la politique de l'islam des Ottomans sur l'Ouest? Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Occident applique la politique ottomane. Bon, non, le christianisme est une religion prosélyte. La mission en est la meilleure manifestation, tout comme l'islam est une religion prosélyte. C'est deux religions prosélytes qui sont toutes les deux héritières du judaïsme, enfin en tout cas de l'Ancien Testament, et qui sont rivales. Ce que j'ai voulu dire en disant je t'aime et je te déteste, etc., ce à quoi je pensais, c'est que le rapport que les Européens ont développé à l'égard de l'Empire ottoman avec cette profonde ambivalence est pour moi une matrice qui ensuite va se reproduire avec d'autres rencontres. J'entends par là que les Européens ont un rapport extrêmement compliqué à la Chine, par exemple, à partir de la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire en même temps, les Chinois, ils sont à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas compris que la vérité était celle qu'annoncent les 4 évangélistes, donc ils sont vraiment complètement à côté de la plaque. Et en même temps, et pas seulement les jésuites, hein, mais tous les occidentaux qui ont eu l'occasion de voir la Chine sont babas d'admiration devant des tas de choses. Et même pour une société beaucoup moins brillante en fait que la chinoise, je me souviens, pour des raisons complètement annexes, dans une recherche, je m'étais intéressé à la façon dont les occidentaux ont commencé à parler de la technique de la laque, hein, qui est une technique, et en particulier qu'ils ont découverte au Japon. Et le premier manuel de description technique de la méthode de la laque pour les objets de la vie quotidienne paru en Angleterre, qui est un livre purement technique, hein, est précédé par une introduction de 2 pages qui explique que le raffinement et la compétence qui est incorporée dans cette technique ultra sophistiquée de la laque montre que la société japonaise a atteint un degré de développement très supérieur à celui de l'Occident. Et c'est ce qu'écrivent des Anglais en 1680. C'est 1688 exactement. C'est-à-dire, je pense que la clé de la réussite de la conquête du monde par le modèle occidental, qui aujourd'hui est en reflux, mais enfin qui a été une réalité sur une période qui va du XVIIIe à la première moitié du XXe siècle, disons, je pense que la clé pour comprendre comment les Occidentaux ont réussi à la fois à conquérir par la force, mais aussi à séduire à peu près partout dans le monde, c'est qu'ils ont partout transporté avec eux cette espèce de double discours. C'est-à-dire, les autres, c'est pas ça, mais en même temps, il y a des choses formidables chez les autres, et c'est tout le temps, et avec à peu près toutes les sociétés du monde. Et puis, le discours, on est les plus forts parce qu'on est en train de vous influencer tous, mais en nous-mêmes, il y a une faille, il y a un problème, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de... Les Européens trimballent partout un double discours sur les autres et un double discours sur eux-mêmes. Et ce tableau a 4 entrées, c'est-à-dire, nous, les Européens, on est les meilleurs, mais en même temps, il y a des choses qui ne vont vraiment pas chez nous. Vous êtes vraiment à côté de la plaque, mais il y a des choses formidables chez vous. Et ce schéma-là, vous voyez, en 4, vous comprenez, ce tableau à 4 entrées, il se reproduit absolument partout. Et il est très, très séduisant, en fait. Et, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas contradictoire par rapport à ce que je dis. Et je pensais qu'il y avait, avant cette période et après, une attitude géopolitique, si je puis dire, différente de l'Occident. En fait, l'Occident, on faisait des guerres de proximité. Bon, il y avait le problème de la religion derrière, qui nous a fait être en relation avec les musulmans. Mais je dirais, ensuite, il y avait des associations par mariage. Et ensuite, on passe à quelque chose qui est de conquête, je veux dire. Et ça, la conquête, c'est, je dirais, c'est les musulmans. Je veux dire, la conquête de la Méditerranée, enfin, etc. Vous voyez. Donc, oui, mais je ne sais pas. Alors oui, mais non. C'est-à-dire,
là, il faudrait discuter avec des médiévistes parce que il y a des comportements d'expansion territoriale par conquête coloniale intra-européenne qui ne doivent rien au mimétisme de l'expansion de l'islam. Par exemple, je donne un exemple, mais qui joue un rôle fondamental dans notre histoire en tant qu'Européens, c'est la conquête de l'Irlande par les Anglais à partir du XIIe siècle, qui est une vraie conquête de caractère colonial. Je ne vois pas par quelle médiation on pourrait dire qu'elle est une forme d'imitation de l'extension de l'Oumma. Je ne crois pas. Je crois pas. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose de proprement européen à l'intérieur de l'Europe. C'est pas du tout de la conquête des mondes étrangers. D'ailleurs, les Irlandais victimes de la conquête anglaise, non seulement sont chrétiens, mais ils ont été christianisés avant l'île de Grande-Bretagne en réalité, enfin plus profondément. Et donc, et pourtant, c'est bien d'une conquête coloniale qu'il s'agit. Quand les Allemands, qu'il s'agisse à la fois de l'ordre teutonique, des seigneurs, voire des marchands allemands, s'étendent progressivement vers l'Est, donc ce qui serait aujourd'hui les pays baltes, disons, et le nord de la Pologne à la fin du Moyen-Âge, c'est une expansion territoriale par conquête, par colonisation. Je ne vois pas très bien pourquoi, enfin, ce que ça devrait à une imitation du monde. Bon, voilà. Non, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'effectivement, le concept de croisade ou de guerre religieuse ou d'expansion religieuse existe des deux côtés. Du côté musulman et existe du côté chrétien, ça c'est sûr. Mais voilà, le fait colonial, par exemple, ne me semble pas être tout entier contenu dans ce mimétisme entre l'Occident et l'islam. Voilà. Oui, j'ai une autre question. On a vu aussi dans la fois précédente, le mois dernier, que, enfin, vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, que la France était en admiration sur la culture, enfin, par rapport à la culture ottomane, l'Empire ottoman. Il y a l'expression Nouveau Monde qui avait été utilisée par l'intervenant le mois dernier, donc en disant que l'Empire ottoman c'était un peu le nouveau monde des Français, en comparant finalement l'Amérique par rapport à la conquête espagnole. On a vu aussi qu'en Amérique, ça a dérapé finalement vers une colonisation. Est-ce que François Ier n'a pas été, est-ce que Louis XIV n'a pas été tenté aussi de déraper, c'est-à-dire de coloniser l'Empire ottoman d'une façon plus frontale et brutale, contrairement à l'escarmouche, là, par exemple, d'Alger? Est-ce qu'elle n'a pas été tentée d'aller plus loin et de faire une autre croisade finalement contre l'Empire ottoman Mais réalistement, il n'aurait jamais eu les moyens de faire une chose pareille. C'est-à-dire, on est à un moment donné, alors c'est vrai que c'est un feu de paille, mais enfin, on est quand même à un moment donné où les Ottomans ont la puissance d'assiéger Vienne. Donc, non, enfin, pas. Est-ce qu'il a été tenté quand même, malgré tout, indépendamment des moyens? À ma connaissance, non. Moi, j'ai jamais vu ni d'études ni de documents qui aillent dans ce sens. Non. Les Européens espèrent, bien entendu, un jour pouvoir se coaliser, c'est une espèce d'espoir, hein, pour d'abord retenir l'Empire ottoman, voire reprendre le terrain gagné par l'Empire ottoman sur la rive nord de la Méditerranée. Mais en fait, la seule puissance qui réellement, et qui, elle, en revanche, peut être interprétée en partie dans son mimétisme par rapport à l'Empire ottoman, et qui pouvait rêver, et qui a en effet mis en œuvre une relation militaire frontale avec l'Empire ottoman, c'est l'Empire russe. C'est de ce côté-là, oui, bien sûr. L'histoire du XVIIIe siècle russe, c'est une histoire de constitution de cette ligne de frontière d'Asie centrale, du Caucase, face à l'Empire ottoman, et avec une sorte de mission historique de containment, voire plus, de l'Empire russe par rapport à l'Empire ottoman, mais pas la France. Et en fait, on voit quand même que la France était beaucoup plus souvent en guerre avec d'autres pays européens qu'évidemment contre l'Empire ottoman. Donc finalement, la volonté peut-être de conquête en Europe était supérieure à la volonté d'expansion vers l'Empire ottoman, quoi. Ah bah certainement, bien sûr, bien sûr. Non, mais l'objectif de Louis XIV, c'est d'asseoir une puissance continentale cohérente
avec continuité territoriale à partir de la base dont il avait hérité de son père. C'est ça, et d'avoir à la fois le pays le plus compact, le plus peuplé, le plus cohérent comme base pour l'affirmation d'une puissance qui serait sans rival en Europe. C'est ça sa stratégie. Merci pour votre exposé, très intéressant. Merci. Alors, moi, j'aimerais savoir dans quelle mesure le protestantisme n'a pas contribué, en fait, à l'affaiblissement, voire le déclin de la grandeur espagnole, dans la mesure où, quand Luther a appelé les princes allemands, enfin, la lettre de Luther aux princes donc, européens pour se soulever contre le colonisateur espagnol, parlant de Charles Quint, toutes les provinces unies, quoi. Est-ce que l'Espagne n'aurait pas justement, par la réforme, perdu un petit peu de sa grandeur en Europe? Alors, Luther n'appelle pas à se débarrasser du colon espagnol aux Pays-Bas, c'est pas exactement ça. C'est moi qui ai traduit ça. Oui, non, mais en fait, Charles Quint, qui s'appelait Charles de Gand, oui. Il est héritier, il n'est pas du tout colonisateur aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il est l'héritier légitime de la seigneurie, en quelque sorte, que représentent les Pays-Bas. Donc, il est... En revanche, ce qui se produit, et là où la réforme, effectivement, a été une source de déclin considérable pour l'Espagne, ce qui se produit, c'est que dans ces territoires qui sont pleinement espagnols, légitimement espagnols, et sans aucun élément de colonisation d'aucun ordre, les Pays-Bas sont espagnols par héritage et par légitimité dynastique. Mais ce qui se produit, c'est lorsque des villes, enfin des seigneuries et des villes du nord des Pays-Bas choisissent le protestantisme contre le catholicisme pour des raisons religieuses. Pour des raisons religieuses, j'insiste. Bon. Et que Philippe II, le fils de Charles Quint, estime qu'il est intolérable qu'une partie des villes et des seigneuries de son domaine, dont il a lui-même hérité des Pays-Bas, passe du côté protestant parce qu'il ne conçoit pas autre chose que l'unité religieuse catholique, et que donc il fait la guerre à ses propres sujets, non pas à ses sujets, encore une fois, pas ses sujets coloniaux, ses sujets. Il se trouve que cette guerre a été une catastrophe pour l'Espagne. Elle a duré 80 ans avec une trêve entre 1609 et 1621, la trêve de 12 ans, et cette guerre a été une guerre qui a englouti des fortunes absolument considérables. L'or et l'argent d'Amérique ont en grande partie servi à conduire cette guerre des Pays-Bas et qui a mis littéralement l'Espagne à genoux. Et en ce sens, oui, bien sûr, le conflit avec les Pays-Bas du Nord, ce qui deviendra la Hollande, enfin les provinces unies, plus exactement de Hollande, de Zélande, etc., a été pour l'Espagne, oui, en effet, une source d'affaiblissement absolument considérable. C'était la blessure sur le flanc de l'Espagne qui a saigné pendant 80 ans. Donc effectivement, en ce sens-là, oui. Mais en tout cas, ne pensez pas du tout que les Pays-Bas sont une espèce de colonie de l'Espagne, absolument pas. Oui, non, mais Voilà, non, mais je dis pour être totalement clair. D'accord, merci. Est-ce qu'on connaît les raisons du refus de Louis XIV d'aider les Viennois? Écoutez, là, je ne connais pas, je ne serais pas capable de vous donner une réponse très informée, mais je pense que l'idée de porter secours aux Habsbourg, alors que toute la stratégie de Louis XIV consiste à prendre la place des Habsbourg, ceux d'Espagne comme ceux de Vienne, comme au premier rang de la puissance catholique en Europe, je ne sais pas si ça explique cette décision, mais en tout cas, c'est le cadre dans lequel on peut l'interpréter. Voilà. Mais je ne serai pas plus précis que ça. Au XVIe siècle, est-ce qu'un projet de déporter les musulmans espagnols vers le Nouveau Monde a été circulé dans la cour Non. espagnole? Le problème, alors là vous touchez du doigt un problème très très compliqué, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par musulmans d'Espagne au XVIe siècle. C'est-à-dire que, comme vous le savez sans doute, les familles musulmanes qui étaient en Espagne au début du XVIe siècle ont été converties en masse et de force, de manière parfaitement superficielle, en aspergeant les gens d'eau bénite et en disant désormais vous êtes chrétiens. Bon.
Alors, il y a toutes sortes de situations. Il y a des musulmans, d'abord, il y a des musulmans qui s'exilent, qui partent au Maghreb, bon, qui ne veulent pas vivre ça. Premier cas. Deuxièmement, vous avez des musulmans qui, de manière, par conviction, comme d'ailleurs c'est le cas des juifs, se convertissent au christianisme parce qu'ils pensent que c'est de ce côté-là qu'est la vérité religieuse. Et on ne peut absolument pas écarter d'un revers de la main l'idée de conversion sincère. Il y a des conversions sincères. Ensuite, il y a des gens qui se convertissent parce que, par opportunisme. Hein, donc la taquilla, etc., parce qu'on n'a pas moyen de faire autrement, et on joue double jeu. C'est-à-dire qu'on va à la messe, mais on continue à répéter des prières musulmanes dans le secret, dans l'intimité du foyer. Et puis il y a des gens qui, en particulier dans les milieux ruraux, ne sont chrétiens, mais alors vraiment que de manière purement de principe, mais qui en réalité ne sont même pas dans la taquilla. En réalité, ils ne font pas semblant. Ils ne changent pas de mode vestimentaire, ils ne changent pas de langue, ils ne changent pas d'habitude alimentaire, ils ne changent pas d'habitude musicale ou de danse. Bref, ils sont exactement comme ils étaient à la veille de leur conversion. Et vous avez aussi ce modèle-là. Alors c'est peut-être ceux-là que vous appelez les musulmans d'Espagne, parce qu'en théorie, il n'y a pas de musulmans en Espagne. En théorie, ils sont tous chrétiens. Sauf que vous avez cette gamme de situations, avec, et en plus toutes les nuances intermédiaires que vous pouvez imaginer d'un extrême à l'autre, hein, de la conversion complètement sincère à cette chose qui a à peine une conversion. C'est-à-dire voilà. Alors, ces populations, qu'on appelle donc les morisques, non seulement n'ont pas fait l'objet d'un projet de déportation en Amérique, mais même se voyaient interdire absolument par la loi le droit de passer en Amérique. Les convertis descendants de juifs et les convertis descendants de musulmans n'avaient pas le droit, en théorie, de passer en Amérique, puisque l'idée était de produire en Amérique une société espagnole pure, c'est-à-dire sans impureté. L'impureté étant le sang juif et le sang islamique, enfin musulman. Voilà. Donc, c'est même le contraire. Alors après, il y a un autre volet de cette histoire auquel vous faites peut-être allusion, qui est le projet qui naît à la fin du XVIe siècle et qui se concrétise à la fin de la première décennie du XVIIe siècle, qui est l'expulsion des morisques d'Espagne, mis sur des bateaux à Valence notamment, à Alicante, pour les chasser d'Espagne complètement. Mais il n'y a pas, non, pas vers l'Amérique en tout cas. Le bombardement d'Alger, quelles ont été les suites? Ce sont des événements sans suite en réalité, c'est-à-dire ça consiste à la fois terroriser, quand on a des canons qui savent bien pointer, détruire des bateaux, dans l'espoir que peu à peu la course soit définitivement découragée ou contenue, c'est tout. Non. La dernière tentative, c'est Charles Quint en 1540, et ça s'est conclu par un échec. Une autre question sur la relation entre Louis XIV et l'Empire ottoman. Est-ce que finalement le commerce se développe sous Louis XIV entre la France et l'Empire ottoman? Et est-ce qu'il y a finalement une prolongation des traités écrits, traités commerciaux et traités militaires entre la France et l'Empire ottoman? Et est-ce que Louis XIV a rencontré le sultan finalement, physiquement? Non. Il n'y a pas de rencontre avec le sultan. Il y a la poursuite des relations commerciales, mais elle passe beaucoup par les Italiens. Hein, parce que, évidemment, Venise est clé dans ce circuit. Et ce qui est, disons, l'aspect le plus notable, c'est l'ambition française d'être garante de la sécurité des communautés chrétiennes dans les échelles du Levant. C'est ça le point fondamental, voilà. Dans le rapport à l'Empire ottoman. Il y a du commerce direct quand même avec... Commerce direct, non. Je crois que le commerce passe fondamentalement par le négoce italien. Oui. Par Venise, hein, par l'Italie. Et d'autres, hein, mais
Pourtant, on a vu aussi qu'il y a des guerres. Enfin, il y a eu la bataille de Lépante entre plusieurs républiques. Je crois qu'il y avait Venise, Gênes, l'Espagne. En gros, les trois grands Contre l'Empire protagonistes, ottoman. c'est la papauté, enfin les États du pape, Venise et surtout l'Espagne. Donc, Venise Là, était c'est en bien guerre. avant, hein, c'est 1571. Oui, d'accord. Et donc, ça a été effacé après dans la mémoire. Ah, mais les Venise. Vénitiens ont de toute façon une relation totalement ambivalente à l'égard de Ouais, l'Empire ottoman là aussi. C'est-à-dire, les Vénitiens, eux, leur affaire, c'est un empire à la fois maritime et territorial. Ça veut dire Corfou, ça veut dire la Crète. Donc les Vénitiens sont absolument en première ligne, mais vraiment en première ligne face à l'expansion de l'Empire ottoman. Et donc c'est un mélange évidemment de détestation absolue de l'Empire ottoman et en même temps, je sais que c'est un mot très à la mode, d'admiration, de contact, etc. Si vous allez à Venise, je pense que c'est probablement la ville dans laquelle vous verrez dans les églises le plus grand nombre de turbans peints sur les fresques des églises vénitiennes. Voilà. Donc, sous Louis XIV, il n'y a pas de texte écrit, de traité écrit entre la France et l'Empire ottoman? Si, je pense que si, mais à dire vrai, je demande à sortir un joker. Ok. Merci. Moi, je remets aussi une question. Oui. En fait, on a commencé par 1492 avec la découverte de l'Amérique. Et à cette époque-là, l'Amérique était imaginée peuplée d'un tas de populations, aussi des monstres carrément, les cynocéphales, des gens qui avaient un seul pied, qui se protégeaient, etc., mais qui répondaient pas à notre conception des monstres. Il était plutôt les signes en fait de la diversité de formes que Dieu pouvait manifester dans la création. Donc, on arrive en fait à Bernier, qui, lui, par contre, il fait une catégorisation, mais aussi une classification des espèces humaines. Oui. Donc, comment on arrive en fait à l'espace des 200 ans à peu près, à cet changement, et aussi quelles étaient les bases un peu scientifiques de l'œuvre de Bernier? Alors, la réponse est presque dans la question, c'est-à-dire que toutes ces représentations des autres populations du monde comme étant possiblement des populations non humaines, c'est-à-dire en effet des hommes à tête de chien, des hommes dont le visage se trouve sur la poitrine, par exemple, c'est une des représentations, etc. Ces imaginations-là sont infirmées par les explorations. Il y a 200 ans d'exploration et partout où on aille dans le monde, même si les gens peuvent avoir les yeux bridés en Extrême-Orient ou la peau noire en Afrique, ou une très faible pilosité en Amérique. Bon, je prends les traits caractéristiques qui sont repérés tout de suite, hein, la couleur de la peau, la forme des paupières et la pilosité. Et donc on voit bien que les gens ne se ressemblent pas, mais en même temps ils se ressemblent sur l'essentiel. En fait, ils se ressemblent. Donc on ne trouve pas ces espèces de personnages. Au XVIIIe siècle, on va beaucoup s'intéresser aux albinos noirs pour dire, voilà, il y a des albinos en Afrique. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose comme un chemin possible entre blanchité et négritude, bon, etc. Donc la question, puisque vous posez le problème des sciences, au fond, c'est celle des deux théories dont dispose l'Occident, qui est celle qui est évidemment conforme au texte de la Bible, qui est le monogénisme, c'est-à-dire l'idée que tous les êtres humains descendent du couple premier, Adam et Ève. Et puis vous avez le polygénisme qui consiste à dire, bon, la Bible, oui, c'est notre Bible, mais enfin, n'empêche que ces gens-là, ces Africains, sont tellement différents de nous qu'on ne peut pas imaginer qu'ils puissent être eux aussi descendants de la même lignée, de la même branche que les descendants d'Adam et Ève. Bon. Ce qui est très frappant et qui pour nous est choquant au XXIe siècle, c'est qu'il n'y a aucune coïncidence entre le choix de ces deux théories et des positions que l'on jugerait plus ou moins humanistes. J'entends par là que si vous prenez la situation au XVIIIe siècle, après Bernier, vous avez des polygénistes abolitionnistes. Il y a des gens qui pensent que les Africains descendent d'une autre espèce que les Européens,
mais qui néanmoins sont pour l'abolition immédiate et inconditionnelle de l'esclavage, et vous avez des monogénistes esclavagistes. C'est-à-dire il n'y a pas de corrélation. Alors nous, on pourrait penser que, évidemment, nous, on devrait penser que c'est logique. C'est-à-dire, si on pense que nous sommes tous frères, dans ce cas-là, il n'y a pas de place pour que certains d'entre nous possèdent et achètent leurs frères. Bon. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coïncidence entre les deux. Alors c'est lié voilà, à la fois aux convictions religieuses, c'est lié aux intérêts économiques, etc. Il n'y a pas de coïncidence. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Un des orateurs qui est venu précédemment dans ce cycle disait, je ne sais plus si c'est la dernière fois ou celle d'avant, que par rapport à la course des pirates dans la Méditerranée, il y avait un blocage de leur accès dans les ports du nord de la Méditerranée parce qu'ils étaient musulmans, qu'il y a eu une période où on les a autorisés à faire ce commerce et du coup ils ont arrêté la piraterie, et puis on a de nouveau bloqué leur droit à faire du commerce au nord, et du coup ils ont repris la piraterie. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Oui, enfin, bon, je pense qu'il y a une sorte de révision du discours convenu sur le rapport entre l'Occident chrétien et le monde musulman méditerranéen, visant à montrer qu'il y a une présence musulmane plus importante qu'on ne la soupçonnait, supposait, y compris dans des pays hyper intransigeants, comme notamment évidemment l'Espagne. Alors, bon, il y a une espèce de mouvement de balancier qui peut-être est allé un peu loin, c'est-à-dire qui exagère l'ouverture chrétienne occidentale à l'égard des populations musulmanes. Bon, mais on a des cas. Par exemple, bon, il y a un cas absolument typique et qui peut rappeler des choses aux Français d'après 1962. La ville d'Oran, en 1708, est tombée aux mains d'armées composites à la fois ottomanes et locales. Et donc les Espagnols ont dû évacuer la ville d'Oran. Ils l'ont reconquise en 1732. Mais donc entre 1708 et 1732, donc les Espagnols évacuent complètement la ville d'Oran et de Mers el-Kébir. Or, l'économie de cette ville et son fonctionnement, sa possibilité de survie, supposaient, comme d'ailleurs en Amérique, c'est exactement le même mécanisme en Amérique, de pouvoir s'entendre avec certains des clans ou des tribus, alors on peut trouver toutes sortes de termes, arabophones et berbérophones de l'immédiat environnement d'Oran. Donc en fait, il y avait des populations locales qui non seulement faisaient des affaires, c'est-à-dire vendaient du blé, etc., mais même pouvaient participer à la force militaire espagnole en étant musulmans. Bon, quand la ville est tombée, ces familles et ces clans qui étaient vus comme des collaborateurs des Espagnols ou proches des Espagnols, etc., sont partis avec les Espagnols. Ils se sont installés en Espagne en 1708 et personne n'a exigé d'eux qu'ils se convertissent au christianisme. Et donc ils ont vécu, ils ont été très contrôlés, ils étaient contrôlés, c'est-à-dire, mais ils ont vécu en Andalousie sous forme de communauté musulmane tolérée, acceptée, dans un pays qui, en principe, ne tolère absolument aucune pluralité religieuse. Bon, de la même manière, on sait bien que, vous connaissez le système de la captivité, le principe de la captivité qui fonctionne exactement de la même manière en terre chrétienne et en terre islamique, c'est-à-dire des gens sont faits prisonniers, ramenés de l'autre côté, on demande à leur famille de bien vouloir verser une rançon. Si personne ne paie la rançon, ils passent du statut de captif à celui d'esclave. Et c'est vrai à Alger, mais c'est vrai aussi à Alicante. Hein, c'est pareil, c'est exactement le même mécanisme. Or, donc on sait très bien qu'il y a eu en Espagne constamment des musulmans qui avaient le statut d'esclaves ou de galériens et qui n'étaient pas forcément dispersés. C'est-à-dire ils pouvaient, dans un même village, dans une même ferme, il peut y avoir 3, 4, 5, 6 esclaves musulmans dont on n'exigeait pas la conversion au christianisme puisqu'ils avaient un statut d'esclave. Et ces gens-là constituaient de micro-sociétés musulmanes, de micro-communautés musulmanes, pas très grandes. Et donc l'idée qu'il n'y ait pas du tout de musulmans, c'est pas vrai, il y avait des musulmans.
Mais bon, voilà, dans des configurations très particulières. Ce que j'explique toujours à mes étudiants, c'est que quand je travaille sur ces questions-là, c'est que il y a une quinzaine d'années, j'avais été très choqué par une affiche d'un film, je suppose très mauvais, mais que je n'ai pas vu, qui est une énième version de Robin des Bois, mis en scène par Kevin Costner. Bon. Et j'ai été choqué par l'affiche parce que sur l'affiche, l'un des personnages de l'entourage de Robin des Bois est interprété par Morgan Freeman. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet acteur, qui est un acteur afro-américain, très manifestement d'origine africaine. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il est afro-américain. Et je me disais, voilà, ça y est, Hollywood cède à une espèce de correction politique à tout va. Il fallait absolument qu'il y ait un afro-américain dans le casting. Mais c'est absurde parce qu'au XIIIe siècle, dans la forêt de Sherwood, il n'y a pas d'Africains. C'est ce que je pensais il y a 15 ans. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, je pense que Kevin Costner l'a fait, pas forcément pour des bonnes raisons historiographiques, mais la probabilité qu'il y ait un homme à peau noire qui traîne dans la forêt de Sherwood au XIIIe siècle, c'est hautement vraisemblable. Et c'est hautement pour la raison que je viens de vous dire. Parce qu'avec le système de la captivité et de la circulation des captifs, qui est très perverse, parce que le truc, c'est comment des Noirs sont arrivés en Europe. Ils sont arrivés en Europe en partie parce qu'ils ont été échangés par des Maghrébins blancs contre des prisonniers maghrébins qui étaient prisonniers en Europe. C'est-à-dire un entrepreneur de course espagnol attrape des Tunisiens, les amène chez lui, et les cousins ou les parents des gens qui sont prisonniers disent pour mon cousin ou pour mon fils, je vous envoie 3 Noirs. Okay. Donc il y a eu aussi un système d'échange, de troc comme ça, des personnes. On échangeait des captifs maghrébins blancs contre des esclaves possédés par des maghrébins noirs qui étaient envoyés en Europe. Vous voyez tout ça pour dire que à la fois on est dans des paysages de très grande intransigeance religieuse, de très grande dureté, de très grande, etc. Et en même temps, cette présence-là n'est pas une présence minuscule ni complètement anecdotique. Elle est probablement moins grande que ne le voudraient certains de mes collègues, mais elle est certainement significative. Juste pour une remarque un peu synthétique, est-ce que finalement, il faut pas séparer, dans l'analyse de tout ça, est-ce qu'il ne faut pas séparer la relation entre d'une part les États finalement et puis d'autre part les populations, quoi, et notamment à travers les relations commerciales entre la France et l'Empire ottoman, et puis les civils, quoi, enfin, les commerçants entre eux et les dirigeants quoi, politiques entre eux, quoi. Oui, alors bon, ça serait un Ce que disait un des intervenants. Oui, non, c'est un débat extraordinairement compliqué auquel je pourrais y répondre simplement, y compris sur des périodes plus récentes. Réfléchissons à ce qu'est l'expérience concrète des frontaliers. Bon, alors ils dépendent d'un État centralisé, etc. Mais ce qui se passe à la frontière, qui, au fond, est garant que la frontière est une frontière? C'est les gens qui habitent à la frontière. C'est-à-dire que l'existence de limites entre les royaumes repose essentiellement sur le fait que les populations qui vivent à la limite incorporent et admettent qu'ils sont d'un côté plutôt que de l'autre. Mais si les gens localement s'en fichent complètement, aucun État d'Ancien Régime ne dispose des forces militaires, ni des barbelés, pour que la frontière soit une frontière. Donc voilà un exemple très concret où ce genre d'institution politique fondamentale, qui est la séparation entre 2 territoires, repose essentiellement sur la population qui accepte de considérer qu'en effet, ils sont d'un côté plutôt que de l'autre et que leur présence atteste de l'existence de cette limite. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.